pourquoi cet atelier financement européen dans le cadre de ce salon? En fait, il y a un lien très, très, très important parce que la nouvelle approche des financements européens est vraiment en phase avec les différents travaux des 3 jours. Donc, je vais essayer de faire le lien. Ensuite, donc avant de commencer, je vais remercier donc, le cluster GATT Caraïbes et tous les partenaires pour avoir eu l'initiative d'organiser ce salon. Et en particulier, chère Sandra Casanova, qui est la présidente. Alors en fait, pourquoi effectivement un atelier sur les financements européens? On a vu tout au long des 2-3 jours qu'on parlait de projets innovants, qu'on parlait de digitalisation de l'économie, qu'on parlait de nécessité d'avoir des compétences, etc. Et cette nouvelle approche, effectivement, colle avec la nouvelle génération de financement européen. Donc, je vais centrer mon propos sur 3 points. Le premier point, c'est la nouvelle approche, effectivement, des fonds européens pour la période 2014-2020. Le deuxième, c'est les programmes régionaux, mais je vais y aller très rapidement parce que Karl Larcher vient de présenter le programme de coopération, donc je vais rapidement. Et surtout, le dernier point qui est le plus important, à mon avis, notamment pour vous en tant que chef d'entreprise, c'est comment accéder à ces fonds, comment se préparer pour pouvoir effectivement bénéficier de ces fonds, parce que des fois, on est dans un paradoxe où on a des enveloppes financières importantes, notamment dans nos régions, mais l'utilisation optimale de ces enveloppes n'est pas faite par méconnaissance de la mécanique globale de fonctionnement de ces fonds. Alors, le premier point, c'est la stratégie Europe 2020. Donc, la prochaine, cette nouvelle approche, on l'appelle la stratégie 2020. Alors, la stratégie 2020, c'est important, cette nouvelle approche, parce que pour la première fois dans le budget de la Commission européenne, on a une part plus importante accordée à la politique de cohésion par rapport à la politique agricole. Ceux qui connaissent le budget de la Commission savent que jusqu'à présent, le poste le plus important, c'était la politique agricole qui représentait 45% du budget. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que la politique de cohésion représente 35% du budget, ce qui est très important. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, tous les programmes européens, quel que soit le programme qui est mis en œuvre, il doit obéir à la recherche d'une croissance intelligente, durable et inclusive. On va essayer de développer ces 3 triptyques et expliquer en quoi, effectivement, l'Europe a besoin de travailler sur ces 3 thématiques, parce qu'en fait, par exemple, pour la matière première de l'Europe, c'est l'intelligence. On ne va pas faire la compétition avec la Chine sur les coûts. Par contre, on peut effectivement avoir des projets, des produits à haute valeur ajoutée qui nous permettent effectivement d'être compétitifs. Donc, 32,5% du budget qui est consacré à la politique de cohésion et le reste à la politique, les autres politiques, notamment l'aide extérieure. Je vais en parler parce qu'effectivement, on a la Commission finance des projets de pays ACP et PETOM, ça a été dit tout à l'heure, et ces financements-là ne sont pas effectivement dans le budget de la politique de cohésion, ils sont plutôt dans le budget des aides extérieures. Alors, très rapidement, pour faire le lien avec nos partenaires caribéens qui sont hors Union européenne, effectivement, il y a un outil par rapport à l'aide extérieure. Il y a à peu près un budget de 30,5 milliards d'euros qui est consacré à cette partie. Donc, ça concerne 69 pays ACP et 25 programmes de territoires d'outre-mer. Donc, c'est des pays ou territoires qui sont d'outre-mer, mais qui sont des régions qui ne sont pas dans l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas. Alors, vous voyez un peu la répartition de ce montant, où en fait 95% de ce montant est dédié aux pays ACP. On va y aller rapidement. Simplement pour vous dire qu'effectivement, il y a possibilité d'avoir une complémentarité entre le FEDER et le FED. Le FEDER qui est le Fonds européen de développement régional pour les régions européennes et le Fonds de développement européen qui est lui dédié aux pays tiers. Alors, on a parlé de triptyque. Donc, une économie, une croissance intelligente, une croissance durable et une croissance inclusive. Ces 3 triptyques se matérialisent de façon concrète à travers ces trois codes couleurs. En fait, donc tout ce qui est intelligence,
s'acquiert par les thématiques liées à la recherche et l'innovation. Alors, pendant ces 2 jours, on en a parlé, on a vu que les entreprises, effectivement, notamment en matière de logistique et de transport, doivent rentrer dans une logique d'innovation pour essayer sans cesse de conquérir de nouveaux marchés. Donc, la recherche et l'innovation est fondamentale pour nos territoires pour essayer d'avoir plus de compétitivité. Ensuite, la digitalisation, ça a été dit. Il faut effectivement que toutes les entreprises dans le numérique. Alors, hier, il y a eu des présentations assez intéressantes sur les bases de données, sur comment effectivement faire en sorte qu'on puisse, à travers le digital, rendre nos entreprises plus compétitives. Alors, ce qui est important pour vous en tant que chef d'entreprise, c'est que chacune des thématiques qui est là est une priorité de la Commission européenne. Donc, si vous avez un projet sur cette thématique-là, vous pouvez effectivement aller chercher des financements auprès des gestionnaires des différents programmes que je présenterai tout à l'heure. Donc, innovation, compétitivité des PME, économie sobre en carbone. Et ensuite, le deuxième, pour aller très vite, c'est tout ce qui est durable. Donc, on en a parlé, lutter contre le changement climatique, l'environnement, l'efficacité des ressources, le transport durable. Hier, on vous a présenté le TCSP, qui est un projet structurant qui illustre justement cette politique de recherche, de mise en place des modalités de déplacement qui sont non seulement qui permettent d'avoir un effet masse, parce que ça permet d'avoir, en tout cas, c'est le pari qui est fait, de faire en sorte qu'il y a moins de Martiniquais qui prennent leur voiture, mais qui utilisent plutôt le transport en commun. Et ce transport en commun, effectivement, est aussi respecte est dans la logique du développement durable, parce que ça vous a été expliqué hier qu'il y a des panneaux pour rendre effectivement, en termes d'énergie, les bus. Donc, tout ce qui est développement durable. Ensuite, on a le troisième triptyque, c'est l'inclusive. C'est-à-dire qu'il faudrait que la ressource humaine, effectivement, ça a été dit hier, répété, il faut qu'on ait une ressource humaine qui puisse être capable d'être mobile. Alors hier, on parlait aux jeunes en disant qu'effectivement, il faudrait qu'ils utilisent l'avantage qu'ils sont dans le bassin caribéen, ils sont sur le continent américain, pour pouvoir parler plusieurs langues, ce qui devient un avantage concurrentiel quand ils vont rechercher un emploi. Donc c'est très important, la mobilité, la qualité de l'emploi, la formation tout au long de la vie, vous savez. Il y a une partie inclusive, c'est-à-dire qu'il y a des publics qui sont en difficulté d'insertion et qui ne peuvent pas accéder directement au marché. Donc il faut mettre en place un accompagnement spécialisé, des parcours spécifiques pour permettre à ce public-là de s'inclure sur le marché de l'emploi. Alors, meilleure éducation et formation, ça concerne effectivement les jeunes qui décrochent sur le plan de l'éducation. Donc, les jeunes décrocheurs, comment faire en sorte qu'ils puissent intégrer le système éducatif. Et une meilleure administration publique, c'est comment faire en sorte que les administrations, notamment les collectivités qui sont aujourd'hui gèrent directement les programmes, comment faire en sorte qu'elles puissent être plus efficaces, notamment en mettant en place une gestion dématérialisée des programmes. Alors, effectivement, la stratégie dont je parlais tout à l'heure, de façon concrète, elle se matérialise de la façon suivante. Donc, efficacité énergétique, la formation, soutien aux PME, les énergies renouvelables, les transports, on en a parlé, les transports propres, la recherche et l'innovation et la coopération régionale, dont le programme vous a été présenté tout à l'heure par M. Larcher, qui permet effectivement de faire en sorte que les territoires voisins puissent coopérer. Et avant, on vous a présenté effectivement aussi tous les projets de coopération transfrontaliers ou transrégionales ou transnationales. Donc vous voyez bien que la Commission européenne, à travers ces programmes, en fait, couvre l'ensemble des problématiques qui ont été traitées au cours de ces 2-3 jours. Et en fait, ça permet de faire un lien, j'allais dire, naturel entre les travaux qui ont été réalisés au cours des 2 jours. Alors, les programmes, je vais y aller très rapidement parce que ces programmes sont sur les différents sites et insister un peu sur la spécificité des RUP. Alors, on parle des RUP en disant que ça peut être pris comme effectivement région ultra-périphérique, ça peut être pris comme une contrainte, mais ça peut aussi être pris comme un avantage parce qu'effectivement, il y a un traitement spécifique
le traité de l'Union européenne, à travers l'article 349 et 355, met en place des spécificités liées à nos territoires, dues évidemment à toutes les contraintes d'éloignement, la petitesse des marchés, etc., etc. Tous les éléments que vous connaissez qui ont été développés. Donc, on a quand même des outils juridiques qui permettent effectivement de transformer ces contraintes en avantages. Et je vais parler de ça, notamment quand on va parler des taux de financement européens qui sont plus intéressants dans nos régions qu'ailleurs. Alors, quand on parle des RUP, c'est les régions ultrapériphériques européennes, c'est 9 régions. Donc, on en a une en Espagne, chez les îles Canaries. Pour la France, on en a 5. Donc, c'est la Guyane, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Réunion, pardon. Et pour le Portugal, on a les îles Açores et Madère. Et donc, ça a été dit tout à l'heure par M. Boutry, c'est la démarche intelligente à faire, c'est quand on va auprès de la Commission européenne, il faut y aller groupé. C'est une question de poids. Évidemment, si chacune région va toute seule pour réclamer ou pour proposer quelque chose, c'est comme... Ils sont très polis à la Commission, ils vont dire c'est très bien. Mais après, ils vont passer à autre chose parce qu'ils sont plus dans l'objectif d'aller vers quelque chose de stratégique. Et donc, si les 9 régions viennent en même temps sur un projet, effectivement, ça devient un projet stratégique. D'où l'intérêt, effectivement, en tout cas en ce qui concerne les collectivités, tous les projets de coopération régionale ou de coopération entre entreprises doivent effectivement aussi être réfléchis à une échelle plus grande que la région. Ça donne un poids plus important, notamment pour pouvoir bénéficier des dérogations sur le plan juridique liées effectivement à l'avantage d'avoir l'article 349 et l'article 355. Alors, les programmes européens sont mis en œuvre dans l'ensemble des États, dans toutes les régions européennes. C'est ça l'avantage de la politique de cohésion, c'est que les programmes sont mis en place dans toutes les régions. Alors, effectivement, avec une répartition des régions en 3 catégories, on a des régions considérées comme étant riches avec le PIB supérieur à 90% de la moyenne communautaire. On a des régions considérées comme en transition où le PIB est supérieur à 75%, inférieur à 90%. Et on a des régions considérées comme étant en retard où le PIB est plutôt inférieur de 75% de la moyenne communautaire. Alors, pour les régions pour lesquelles le PIB est inférieur à 75% de la moyenne communautaire, pour pouvoir compenser, pour pouvoir faire en sorte que le développement de l'Union puisse être harmonieux, le taux de financement dans ces régions est plus important que dans les autres régions pour essayer justement de rattraper le retard, l'objectif étant d'avoir un niveau de développement nivelé au sein de l'Union européenne. Donc c'est un avantage assez intéressant pour nous parce que ça veut dire que quand on est dans une région comme la nôtre, on peut avoir un taux de financement de 85%. Ça veut dire que le porteur de projet n'a que 15% comme fonds propres ou comme même fonds régional à mettre sur le dossier. Donc on peut avoir effectivement des projets financés à 100% par des fonds publics, 85 fonds européens et 15% fonds publics régionaux. Alors que dans les autres régions, vous voyez, les taux sont un peu relativement plus faibles. Alors, je ne reviens pas sur les programmes, vous les avez là, avec les montants. Donc, pour la Martinique, on a à peu près 4 programmes, comme dans toutes les autres régions. On a le FEDER, le FSE, le FEDER, le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds européen d'aménagement et de développement rural, et un 4e fonds qui est le FEAMP, le Fonds européen des affaires maritimes pour la pêche. Donc ces 4 fonds couvrent toutes les thématiques effectivement qu'on a vues qui regroupent en fait les objectifs thématiques par rapport à la compétitivité, par rapport à la croissance intelligente, par rapport à la croissance durable, par rapport à la croissance inclusive. Donc tous ces fonds, chacun des fonds participe à atteindre les objectifs qui sont fixés par la Commission européenne. Alors, la nouvelle approche des fonds européens aussi, une approche plus décentralisée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fonds sont plus gérés par les collectivités
en France, la majorité des fonds, il y a une partie qui reste à l'État, notamment le Fonds social européen, à hauteur de 75%. Mais la majorité donc, des fonds sont gérés par les collectivités, en l'occurrence la CTM pour ce qui nous concerne, dans une logique effectivement de recherche d'efficacité, d'efficience et de proximité. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, effectivement, ça se passe ici en Martinique, auprès de la collectivité, c'est qui font la gestion. Alors, globalement, on a des enveloppes pour les différentes régions où, en fait, la Martinique a une enveloppe très importante à hauteur de 790 millions à peu près pour tous les programmes. On a Guadeloupe qui, en fait, c'est 1 milliard, mais il faut savoir que la Guadeloupe a une enveloppe et Saint-Martin aussi a une enveloppe. Donc Saint-Martin a à peu près 241 millions, ce qui fait que la Guadeloupe a 780 millions, en fait, un montant inférieur effectivement à celui de la Martinique. On a la Guyane, 600 millions, la Réunion, 2 milliards, qui est le montant le plus important. Et on a Mayotte, qui pour la première fois est devenue une région ultra-périphérique, une région européenne, donc qui a une enveloppe de 284 millions. Alors, le programme de coopération vous a été présenté tout à l'heure avec les différents axes de ce programme, avec 2 volets, un volet transfrontalier et un volet transnational. Alors, il y a des éléments sur lesquels je vais passer rapidement, mais il faut quand même les savoir, il faut les avoir en tête. La Commission insiste beaucoup sur la performance des projets. C'est-à-dire que dans cette période de programmation, il y a en fait des évaluations qui sont faites, chemin faisant, et à partir de 2018, 2019, ça varie en fonction, il y aura en fait... Pardon ? 31 décembre 2018, il va y avoir une révision des programmes, donc une évaluation des programmes, et les autorités qui ont atteint 85% de leur objectif gardent les enveloppes initiales. Ceux qui ne l'ont pas atteint vont perdre, en fait, moins 6% de l'enveloppe. Alors, on appelle ça une réserve de performance. Mais le mot n'est pas très, très bien choisi parce que c'est une obligation de performance. Voilà. C'est une obligation de performance. Donc, on est obligé d'être performant par rapport aux objectifs qui sont fixés dans le programme. Et donc, chaque projet présenté doit effectivement pouvoir remplir les indicateurs qui ont été promis dans le dossier. Donc, c'est très important. Alors, comment faire ? Comment faire quand on veut bénéficier des financements européens ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on a une décentralisation de la gestion des fonds auprès des collectivités et vous avez donc des guichets uniques dans chaque collectivité. À la CTM, vous avez un service Europe qui s'occupe de ça et vous avez en fait des formulaires à remplir, des dossiers types de demandes à remplir. Alors, ces formulaires et ces dossiers types peuvent effectivement induire en erreur parce qu'on a l'impression que c'est un dossier administratif qu'il faut remplir et puis bon, on dépose. Il faut savoir que ce dossier fait l'objet de quelque chose de très, très important que vous ne savez pas, mais qui est fait, j'allais dire, en back-office par les gestionnaires. C'est de vérifier, en fait, si les objectifs qui ont été mis dans le dossier, est-ce que ces objectifs sont clairs, transparent et mesurable. Alors, mesurable, parce que derrière, je vous ai parlé tout à l'heure d'objectifs, d'obligations de performance. Donc, il faut que dans votre projet, on puisse effectivement savoir que ce que vous avez prévu de faire, un chef d'entreprise qui va dire, je vais acheter telle machine, l'achat de la machine va me permettre d'avoir tel niveau de performance. Mais si c'est dans le dossier, il faudrait que, in fine, on puisse mesurer effectivement que grâce au financement européen, l'entreprise a atteint la performance qu'elle s'était fixée. Donc ça, c'est très important au niveau du dossier. Donc, on a des indicateurs, effectivement, qui sont dans chaque dossier. On a des rapports d'activité, parce que vous allez fournir ce qu'on appelle les remontées de dépenses des bilans, et ces remontées de dépenses font l'objet de surveillance auprès des services instructeurs pour s'assurer que les objectifs sont atteints, et ça permet effectivement que lors de l'évaluation du programme, on soit performant. Alors, effectivement, quand on parle de performance, ce qui est le plus important, il faut expliquer on parle de quelle mesure. Hein. La performance, on part d'un point A à un point B, et donc dans les dossiers, c'est important que vous puissiez vous projeter dans les objectifs pour pouvoir
effectivement rendre compte. Donc c'est définir en amont, agir et mesurer. Alors, il y a une méthodologie je vais terminer avec ça. Pardon, j'ai tout gâché. Alors, il y a une méthodologie effectivement qui est imposée par la Commission européenne qui permet, dans la mise en œuvre justement de pouvoir fournir des résultats en fin de projet. Je vais très rapidement en parler. Voilà, c'est le cadre logique. Alors le cadre logique, effectivement, c'est un cadre qui nous oblige en fait à faire un lien entre entre les objectifs, les moyens et les résultats. Donc ça veut dire qu'effectivement, je pars des résultats souhaités, des résultats à obtenir avant de définir les activités. Voilà. C'est quelque chose, c'est les activités, c'est les résultats que je me fixe qui vont en fait m'imposer les activités que je dois mettre en œuvre. Alors c'est très important, notamment quand on est dans les programmes de coopération entre les régions, des régions différentes avec des méthodes de travail différentes. C'est important effectivement de se coordonner et de définir, ça a été dit tout à l'heure, de définir un objectif de résultat commun où chaque région dit, voilà, moi, c'est ce que je souhaite obtenir. Alors, on a vu les thématiques, ça peut être la santé, ça peut être la digitalisation, ça peut être la recherche-développement, ça peut être l'eau, ça peut être les énergies renouvelables, etc. Il y a beaucoup de thématiques, mais sur ces thématiques-là, il faut pouvoir se dire quels résultats nous souhaitons obtenir pour chaque partie et quelles sont les activités qu'on va mettre en place pour obtenir ces résultats in fine. Voilà, donc c'est des activités qui vont effectivement imposer les moyens et c'est les moyens qui vont imposer les coûts. Donc c'est une logique effectivement qui permettent de s'assurer que ce qu'on va faire va être réalisé, notamment en tenant compte des conditions préalables. Après, c'est la mécanique où effectivement on met en place des chronogrammes et des actions et on rend compte des actions au fur et à mesure de leur réalisation avec des budgets dédiés. Je vous remercie.